Et maintenant, nous allons écouter Fabien Arignan de Citia qui va nous présenter une plateforme qui s'appelle Pumagri. Je vais faire en anglais, mais la prochaine fois, promis. J'ai la difficile tâche de passer en dernier, donc j'ai plus de temps, grosso modo. Donc je vais essayer d'aller assez vite. J'ai mes 10 minutes, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Mais j'avais prévu d'être assez concis, donc j'avais tout prévu. Écoutez, je m'appelle Fabien Rignon, je suis le directeur de la société Citia. Je remercie les organisateurs pour cette invitation et donc je vais vous présenter nos solutions en robotique agricole. Donc Citia est une PME industrielle créée en 1986. Depuis son origine, elle conçoit et réalise des machines industrielles et des systèmes innovants. Nos objectifs sont de faire de l'innovation appliquée et d'être leader en robotique mobile off-road. Notre force est de partir des besoins du terrain et de les croiser avec des technologies à faire mûrir. Pour notre produit, nous avons réuni des spécificateurs, des agriculteurs, pour établir avec eux la faisabilité technico-économique. Nos bureaux d'études ont mis en œuvre les différentes énergies nécessaires pour assurer les fonctions et la locomotion du véhicule. Les énergies en œuvre sont pneumatiques, hydrauliques et hybrides thermiques électriques. Nos équipes informatiques et robotiques ont développé une architecture hard et soft qui lie les couches de commande entre elles, de la supervision à l'asservissement en temps réel. Citia maîtrise également les protocoles et les infrastructures pour assurer les fonctions de connectivité. Enfin, notre savoir-faire en sécurité machine nous permet d'obtenir performance et utilisation en toute sécurité. Par l'habitude de croiser les verrous scientifiques, technologiques et économiques, nous construisons des solutions adaptées au marché. Le monde agricole est divers, multiple, mais très concret. Notre solution est conçue et adaptée pour les agriculteurs et par les agriculteurs. Aujourd'hui, la robotique s'impose comme une solution pertinente face aux enjeux économiques, écologiques et sociétaux. Pour autant, nous pensons que l'agriculteur est au centre et nous développons nos solutions pour eux et avec eux. Pour répondre aux besoins quotidiens des agriculteurs, nous l'avons réalisé autonome, modulaire et robuste. Enfin, toutes ces technologies n'ont de sens que si elles sont mises en œuvre en sécurité. Un petit souci. Hop, excusez-moi, j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Donc notre robot est polyvalent, pensé pour s'adapter avec ce qui se passe autour de lui. Donc aux différentes cultures, aux différents outils, et interconnecté par les datas aux solutions web actuelles et futures. Mais la tâche est immense aussi. En cohérence avec notre écosystème, nous sommes ouverts pour de nombreuses collaborations, en France et à l'étranger, pour de nouveaux cas d'usage, pour de nouveaux outils avec des outilleurs, pour de nouvelles applications en lien avec les sociétés qui développent pour le web et le cloud. Venez vous connecter avec nous. Mais l'important, c'est d'être concret. Donc voici où nous en sommes en 2017. Près de 25 années hommes investis nous amènent à la validation de notre démonstrateur présenté dans les images qui arrivent. Comme expliqué précédemment, ce robot est multitâche et multiculture. Il s'adresse au maraîchage, à la viticulture, aux cultures légumières de plein champ, à l'arboriculture, voire aux grandes cultures. Ce robot est autonome, on planifie son intervention, il exécute le travail. On a privilégié une conception simple avec objectif d'assurer la robustesse et la fiabilité. Ce robot est hybride, donc autonome en énergie sur 24 heures. Il a aussi un mode silencieux. Grâce à sa conception originale, il peut le passer d'enjambeur en vigne aux différentes largeurs nécessaires en maraîchage ou grande culture.
Ce robot peut s'adapter à tout type de capteur, très utile pour faire évoluer de nouveaux outils. Il intègre une perception du végétal et communique avec ces outils. Ces outils plus intelligents permettent d'augmenter la traçabilité. Dès le départ, ce robot est pensé safe, avec les meilleurs spécialistes. Il s'adresse à tout type d'exploitation, sans risque pour l'utilisateur et ses cultures. Chaque fonction et outillage est pris en compte dans l'analyse de sécurité et les actions du robot. Connecté, il se programme au bureau et nous envoie ses alertes en temps réel. Ce robot peut recevoir des outils existants grâce à son attelage 3 points, mais il permet aussi d'envisager des évolutions d'outils. Il a une vitesse de travail élevée grâce à des algorithmes innovants. Ce film vous présente une des fonctions possibles, le désherbage mécanique actif, qu'il soit sur le rang ou interrang. Pensé par et pour les agriculteurs, ce robot intègre dès le départ les données économiques pour un retour sur investissement cohérent. Basé sur le projet FUI Pumagri, aujourd'hui Citia met en œuvre une démarche industrielle pour fabriquer et vendre ce produit. En exclusivité pour le FIRA, on va vous montrer une vidéo qui vient tout juste d'être publique. Elle a moins de 24 heures. Donc, voici le même robot en vigne. Donc, sur une vigne qui n'avait pas été exploitée mécaniquement depuis au moins 70 ans. Donc, on contrôle son début de rang. On contrôle la bonne hauteur de son outil sur quelques mètres. Et si c'est validé, on lance en automatique. Il y avait une musique avec, hein, mais il n'y a pas le son, je crois. C'est un peu plus triste, mais... Donc il a été pensé pour avoir un fort débit de chantier. C'est tout l'intérêt de cette polyvalence. Avec des vitesses de travail importantes. Donc on tourne automatiquement, ou bien en cas d'obstacle en bout de rang, on peut faire l'apprentissage en manuel. Et la machine réapprend et ensuite l'intègre dans son chemin. Donc comme je vous l'ai dit, donc on a créé une mini-émeute autour de ce robot la première fois qu'il est arrivé sur le champ, puisque tous les voisins sont venus voir quand même ce qui se passait. Et les retours du terrain sont très positifs. Donc bien évidemment, pendant que le robot travaille, on fait d'autres choses. C'est une évidence. Voilà le résultat. Et comme je l'ai dit précédemment, ce robot travaille de nuit. En vigne. Voilà. Voilà le robot en vigne. Ah, il est reparti. Donc voilà, aujourd'hui, nous savons vous apporter des solutions industrielles pour le désherbage mécanique sur le rang et intra-rang en culture légumière. Nous savons faire l'entretien mécanique des sols en viticulture.
nous travaillons intensément avec vous pour mettre en œuvre de nouveaux usages le plus rapidement possible. Donc, tout ce que vous venez de voir, c'était jusqu'en 2017. Pour la suite, je profite de cette occasion qui m'est accordée pour vous annoncer officiellement que nous lançons avec 1 an d'avance la fabrication de nos pré-séries en 2018. En tant que PME industrielle, nous avons établi et nous établissons des partenariats avec des acteurs de référence dans les domaines de la culture légumière et de la viticulture. Il reste quelques pré-séries, s'il y en a que ça intéresse, je suis prêt à en discuter avec vous. Donc pour nous, nous recherchons des partenaires. Être partenaire, c'est en priorité utiliser notre robot et joindre notre roadmap pour mettre en œuvre vos priorités. Voilà. Je suis à votre disposition pour toute question et à votre service. Fabien, merci. Tu as tenu les 10 minutes, formidable, magnifique. Merci à tous les intervenants. Thanks to all of you, just to take only the time you were. Donc merci à tous les intervenants. Merci d'avoir respecté we le now temps have, qui vous était imparti. Nous allons maintenant faire un débat. Alors, qui posera la première question? J'ai un monsieur au milieu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, il y a un micro qui arrive. Alors, si vous pouvez juste vous présenter et poser votre question, histoire qu'on sache un peu qui vous êtes, voilà. Et mettez-vous debout, parce que moi, quand j'étais dans la salle tout à l'heure, je ne voyais pas du tout les gens qui posaient les questions, c'était pas drôle. André Gavalan, INRA, responsable de ferme expérimentale Grande Culture à Toulouse, Hauseville. J'ai une question à monsieur Danibert, mais avant j'ai déjà une petite observation. On parle de robotisation, donc c'est l'extrême, mais je trouve un petit peu dommage que les manufacturers, comme on disait ce matin, les industriels, tardent à proposer leurs machines, leurs tracteurs, avec en prééquipé usine tous les asservissements pour les autoguidages, quoi. Sauf sur les gros engins de 200 chevaux, tout ça, ça descend en puissance. Mais bien entendu, Kubota est une exception, donc Kubota doit proposer ces systèmes d'autoguidage. Alors par exemple sur le 18-20, est-ce que vous l'avez en pré-équipement parce qu'on va en commander un? Et deuxième question, le tracteur de 60 chevaux robot, à quand en France et à quel prix? Merci. Merci. Merci pour cette question riche. Je vois que vous connaissez la gamme, puisque le 18-20, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est un petit tracteur de 18 chevaux qui est plutôt destiné au maraîchage ou à la petite culture. Alors, pour être très clair avec vous, non. Sur le 18-20, il n'est pas prévu de pouvoir l'équiper en guidage GPS. Ensuite, l'équipement automatique des véhicules se fait en fonction de l'usage que nous estimons de destination des véhicules. Il est difficile pour un fabricant, et ce n'est pas réellement dans l'esprit de Kubota, d'équiper systématiquement ou d'imposer un équipement systématique sur un véhicule qui n'en aura pas forcément l'usage principal. Donc on est plutôt dans une logique, oui, d'équiper de guidage les puissances au-delà de 80, 90 chevaux, 100 chevaux, et ensuite de permettre l'équipement a posteriori des autres puissances. Voilà notre approche. Nous sommes reconnus comme un fabricant de matériel plutôt simple, avec un équipement seulement suffisant. Notre développement en France, et notamment en polyculture élevage, a été beaucoup basé sur cette capacité à livrer des tracteurs finalement correspondant aux besoins de l'agriculteur qui les achetait. À ne pas chercher le suréquipement pour un positionnement marché peut-être plus favorable. C'est notre esprit. Et alors donc, à quand ce que je vous ai montré en Europe? Alors il était déjà en Europe il y a 15 jours, hein, mais en statique sur Agritechnica. Je pense qu'il veut dire au tarif commercialisable. Oui, c'est ce que je comprenais aussi. Là, on rentre dans une phase donc, de validation d'une pré-série au Japon. En Europe, c'est très difficile de répondre à cette question. Je pense que c'est l'affaire de plusieurs années, 3, 5, 8 ans. Je ne sais pas répondre plus précisément que ça, parce qu'il y a une zone un peu blanche en termes de législation sur ce type de véhicule. Donc on voit bien là que ce n'est pas très simple d'y aller tout de suite. Sans doute le tracteur sera un véhicule assez facile à amener
dans la logique dans laquelle nous l'avons développé, c'est-à-dire en conservant la capacité à l'utiliser avec un opérateur et en le rendant autonome pour un certain nombre de tâches. Donc pas tout de suite, malheureusement. D'autres questions? Another questions? Just in the front, en français ou en anglais, je ne sais pas si on a un micro. J'ai deux questions à poser. D'abord, une première question à Monsieur Jurien concernant votre technique de désherbage par robot. Je la trouve très intéressante, mais ce qui gêne un petit peu, c'est le fait que vous utilisiez toujours un produit. Vous ne pouvez pas faire prendre l'aspect mécanique pour éliminer ces mauvaises herbes, parce que sinon votre système me paraît vraiment très, très élégant et très bien. Merci pour le compliment. Alors c'est vrai que la vision de base pour nous, c'était une machine qui n'utilise pas de produits phyto du tout. C'est juste qu'entre nos rêves et la réalité d'une start-up qui, pour satisfaire les investisseurs, au bout d'un moment, il faut vendre quelque chose, on a fait des choix pour pouvoir partir sur le marché. La version sprayage, pour nous, était plus accessible. Donc, à terme, on va certainement amener des outils mécaniques, mais tant qu'on n'est déjà pas bon avec la précision, avec toute la plateforme en mode sprayage, ben, ça nous paraissait trop lointain et trop difficile d'amener un outil mécanique. Mais c'est dans le pipe. Parce que vous utilisez plusieurs produits pesticides, vous différenciez les mono et les dicotylédones, comment ça se passe? Oui, alors... Juste, pouvez-vous vous présenter, monsieur, s'il vous plaît? Oui, je suis professeur émérite de l'ENSAT, D'accord. l'École supérieure agronomique de Toulouse. Alors nous-mêmes, on n'utilise pas de produits, hein, c'est l'agriculteur qui va choisir les produits en fonction de sa culture. C'est globalement le même genre de produit que ce qu'il va utiliser dans un pulvère, sauf peut-être avec une dilution un peu différente. Et oui, la machine, elle est conçue pour être capable de pulvériser deux produits différents, un pour les monos, un pour les dicotes. Merci, monsieur. J'ai une seconde question à poser à monsieur Cédric Bache, qui concerne l'utilisation de son robot. Beaucoup de vignes sont dans des zones de terrasse. Et souvent, pour passer d'une planche à l'autre, comment ça peut se faire avec un robot comme ça si on le laisse seul dans la nature? Parce que dans les vignes en terrasse, par exemple, dans le Banyuls, dans beaucoup d'autres endroits, au Borguel, Clément, etc., c'est pas très facile. Hein. Effectivement, c'est assez difficile. L'idée, en fait, c'est que aujourd'hui, on a un robot. Bon, j'ai pas pu montrer la vidéo tout à l'heure, mais vous pouvez aller voir sur Internet ou sur notre page Facebook. On a des robots qui fonctionnent, qui sont capables de parcourir une parcelle toute seule. Donc, il suit les lignes, il fait des demi-tours comme d'autres robots. Demain, l'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir des machines qui sont capables de changer de parcelle tout seul, en accord avec la législation, c'est-à-dire ne pas circuler sur des routes ouvertes. Et la problématique sur laquelle vous m'interrogez, c'est celle des terrasses, qui est encore plus complexe, puisque là, il s'agit de changer de parcelle d'une certaine manière, mais il y a en plus des contraintes au niveau du terrain qui sont très difficiles. Et là, effectivement, c'est une vraie difficulté pour une machine autonome. Et il y a une question à se poser, c'est de savoir, est-ce qu'on va développer d'abord des robots qui sont très très technologiques, qui vont faire je sais pas, le dernier dixième de % de vigne le plus difficile à exploiter, ou est-ce qu'on ne fait pas d'abord des robots pour les 90% de vignes les plus simples? Donc il y a une vraie question à ce niveau-là, et il faut réussir à placer le curseur au bon endroit pour satisfaire un maximum de personnes. Effectivement, les vignes en terrasse sont aujourd'hui très difficiles pour un robot. Merci. Il y avait une question au fond de la salle que j'ai ratée tout à l'heure, je m'en excuse. Oui, bonjour, Nicolas Durlic, donc je dirige une entreprise en Nouvelle-Aquitaine. On est distributeur donc en agrofourniture, on est également distributeur de nanotechnologie. J'avais une question pour monsieur Juriens, donc vis-à-vis d'EcoRobotics.
Premièrement, donc on voit qu'on est sur des parcelles qui sont assez planes. Donc j'aurais voulu savoir si on pouvait, avec votre technologie, passer dans des parcelles un peu plus, je dirais, accidentées, premièrement. Et deuxièmement, vis-à-vis de la technologie et notamment vis-à-vis de la détection d'adventices, pareil, je vois qu'on est sur de la grande culture. Est-ce que votre technologie aujourd'hui nous permettrait de travailler sur du maraîchage et notamment sur de multiples cultures? Donc, si on comprend bien la question derrière, c'est quelle est la technologie de détection d'adventices? Est-ce qu'on détecte l'adventice ou est-ce qu'on détecte la culture? Voilà. D'accord, donc par rapport à la question de la pente, cette plateforme telle qu'elle est, elle est plutôt faite pour les terrains plats. Malgré ça, on est capable de travailler en montée avec des pentes de l'ordre de 5 à 10%. Enfin, ce n'est pas un chamois, donc c'est effectivement plutôt pour des terrains préparés et relativement plats, plutôt pour des questions d'énergie. Sinon, au bout d'un moment, la machine, elle risque de s'arrêter, recharger la batterie, redémarrer, etc. Par rapport aux cultures, on travaille déjà dans les cultures au maraîchage de plein champ. Donc, on est en train de développer les algorithmes pour les oignons, les épinards et les haricots. Et par rapport à la technologie de détection, on reconnaît tout. On n'est pas dans un mode où on reconnaît la culture et on va dire on détruit tout ce qui n'est pas reconnu comme bonne culture. Le robot, il voit une carte avec différentes choses et il les reconnaît toutes et il les traite en fonction. Je comprends bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de détecter un kénopode, par exemple, d'un maïs ou d'une betterave, par exemple. Oui, alors après, c'est une question de classification. C'est vrai qu'on a une classification très précise de la culture dans laquelle le robot travaille. Et puis après, on a une classification plutôt par famille des mauvaises herbes. On n'a pas besoin de les étiqueter précisément, puisqu'on n'a que 2 produits. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Alors j'ai une question devant, une deuxième question devant. Ici. Et une troisième là. Ok, super. On va faire ces 3 questions-là déjà. S'il vous plaît, monsieur. Oui, Jean-Michel Lebars de Robagri et de Kuhn aussi, double casquette. I have a question to Mr. Jäger. If I understood well, you will start vous sell your robot in vous avez Denmark, commencé à travailler avec votre robot au Danemark. Sorry, can you repeat the question? Yes. Oui. If I understood well, you will start to Vous allez commencer à vendre votre robot l'an prochain, si j'ai bien compris, au Danemark. Tout d'abord, on va commencer à vendre en mai et en juin. Qu'en est-il de la législation pour la sécurité par rapport à ces ventes? Si vous allez sur le marché, oui, on pense que nous avons travaillé avec, nous avons un projet de recherche au Danemark et on a passé 2 années également à s'intéresser à la question de la sécurité et on a donc regardé également la législation européenne et concernant donc nos robots autonomes, et ce sont des robots qui vont fonctionner et qui resteront sur le terrain, sur le champ. La plupart du temps, c'est qu'on ne peut pas trouver d'un système qui nous permettrait d'avoir les normes de sécurité que nous voulons avoir. Donc le robot restera toujours sur la parcelle. Il ne quittera pas la parcelle. Est-ce que c'est bon comme réponse? Oui, très bien. Maintenant, ici devant, il faut que je fasse... Est-ce que quelqu'un pourrait donner un microphone à cette personne pour qu'elle puisse poser ses questions? Eh bien, est-ce que vous avez pensé au problème de ces robots qui vont quitter les champs si on met des capteurs ou des transmetteurs à des points clés et qui vont dire aux robots qu'il ne faut pas aller au-delà de tel point? Peut-être que c'est la solution. Est-ce que ça ne permettrait pas de résoudre le problème Eh bien, est-ce que vous vous adressez à quelqu'un en particulier? Tout le monde peut répondre à cette question. Qui veut répondre à cette question? Mettre un capteur, donc oui, on a discuté de cette option parce que c'est facile à faire et bien similaire à
à ce qu'on a déjà fait dans nos jardins, mais le problème, c'est le coût et le travail qu'il faut effectuer. Il faut avoir des câbles très importants. Quand on veut utiliser ce type de robot, il faut beaucoup de câbles, alors qu'en fait, il faudra mettre à chaque coin du champ, de la parcelle, il faudra mettre beaucoup de capteurs. Ça va coûter très cher et ça va également être très chronophage. Et parfois, donc, le robot, en conséquence, ne sera pas aussi attractif. Donc, il faut trouver la bonne solution. Ce n'est pas facile. Bon, très bien. Monsieur ? Une question sur la culture bio. Est-ce que vous vous intéressez donc à ce genre de culture et quel sera le coût pour des cultures biologiques bio? Oui, on sait. Nous avons fait des tests. Il y a également des cultivateurs bio, mais on ne s'occupe pas nous-mêmes de cette question. Nous avons certains clients qui ont testé ce type de vinaigre, donc ça marche. Notre robot ce sont qui vont fournir ce sont ceux qui vont fournir les produits. Il y a des produits qui existent, mais il y a des gens qui travaillent également sur nos produits, sur ce vinaigre. Et en ce qui concerne le prix, vous parlez du prix du robot, je suppose. Eh bien, en Europe, ceci va dépendre du type d'algorithme et du nombre d'algorithmes qu'il vous faut. Mais le prix final sera de 25 à 28 000 euros. Donc, c'est facile à acheter si vous en voulez un. Moi, je vous le vends. Une autre question derrière également. J'aimerais vivement voir Fabien Rignon juste après, donc on fera une entrevue. Mais ma question va plus à Yann Fourcou, au fait, direction de l'élevage, parce que j'ai de la parenté dans l'élevage à ce niveau-là, notamment. Très intéressant, votre robot. Et est-ce que vous étudiez un peu comment l'animal perçoit l'arrivée du robot dans l'élevage, tout cet aspect-là, s'il vous plaît? Effectivement, on travaille avec un laboratoire de l'université de Rennes et CNRS en ce qu'on appelle éthologie animale, c'est-à-dire les interactions entre le robot et l'animal. Donc les petites lumières qu'on a eues tout à l'heure et le son, c'est aussi cette partie de stimuli lumineux et sonores qui limite à la fois le phénomène d'accoutumance et puis aussi qui va avoir un rôle de prévention. Enfin voilà, le but, c'est que finalement les volailles entendent l'arrivée ou identifient l'arrivée du robot de manière à se pousser et à enregistrer que quand il y a ce son ou quand voilà, on bouge devant le robot pour venir le moins possible en contact avec l'animal. Donc, mais on sait que ça se passe très différemment entre les espèces et ensuite ça se passe très différemment d'une souche génétique à une autre. Donc il faut avoir un robot qui justement soit capable de s'adapter en fonction du type d'animal. Je vous entends parler type de culture, etc. Nous, notre difficulté, c'est une patate, une dinde et une poule, ça ne réagit pas du tout de la même manière. Et ensuite, dans les souches génétiques, il va y avoir aussi des comportements très différents. Donc j'imagine que vous travaillez sur différents sons, parce que d'après tous mes souvenirs, on peut taper dans ses mains, crier, différentes intonations. On travaille sur différents sons, différentes fréquences, l'intensité, on travaille sur les couleurs des stimuli lumineux parce que les animaux ne vont pas réagir pareil si c'est du bleu, du rouge, du jaune. Voilà, donc on travaille sur tout ça. Merci. Juste derrière vous, si vous pouvez passer le micro. Voilà, il y a un monsieur là. Il y aura encore quelques questions que vous pourrez poser après. Je vois une main qui s'est levée là. Allez-y, monsieur. Oui, Pascal Poitvin. Donc moi, je pilote un projet de master spécialisé qui va ouvrir dans presque un an et qui est piloté par l'École supérieure d'agriculture d'Angers et l'École supérieure d'électronique de l'Ouest, de façon à, pendant 15 mois après les diplômes d'ingénieur, former donc des étudiants aux besoins de l'agriculture digitale. Ma question, Madame, Messieurs, c'est que vos présentations sont extrêmement intéressantes, mais vous nous avez beaucoup parlé de l'outil et de sa mise au point. Et c'est déjà très intéressant.
ma question, c'est est-ce que vous travaillez également à la conception de services à valeur ajoutée qui vont être permis par, en l'occurrence, l'utilisation plus massive le jour où tout ça sera déployé de ces nouveaux outils? Qui veut répondre? Oui, bien entendu. Merci. Maintenant, le travail est immense. Il faut, l'important aujourd'hui, je crois que c'est aussi tout ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est les enjeux de l'agriculture. On parle beaucoup d'efficience énergétique, on parle beaucoup de taille. Qu'est-ce qu'un petit robot, qu'est-ce qu'un grand robot? C'est des réponses complètement différentes et adaptées. La data, ça va être la même chose. Ce qu'il faut, c'est pouvoir aller la capter avec les capteurs qui existent aujourd'hui, mais ceux qui existeront aussi demain, parce qu'on ne connaît pas les capteurs qui vont sortir dans 4-5 ans. Et pour autant, il faut être prêt, par la fusion de données et un peu d'intelligence artificielle, beaucoup, à voir, mais tout en étant maîtrisé, à justement apporter la valeur de ces données. Mais dans un premier temps, il va falloir aller la capter et la mettre en œuvre de manière répétable, sûre et précise. Et ensuite, on pourra imaginer plein de choses. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Peut-être il y a d'autres réponses dans le panel, je ne sais pas. Éventuellement, je pourrais faire une réponse à ce sujet. C'est aujourd'hui, on en est au tout début de tout ce qui est data dans le monde agricole. Ça se développe avec des drones volants aussi. Je pense par exemple à Airinov, pas mal de choses dans ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on a fait de la donnée au niveau local. C'est-à-dire qu'on avait un capteur soit sur un drone qui passait et ensuite c'était relayé sur un tracteur, soit directement sur un tracteur et on adaptait l'épandage de produits par exemple à l'arrière. Là, on est vraiment toujours à un niveau local pour moi. Demain, on a un niveau global qui va se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va avoir un grand nombre de machines en circulation, un grand nombre de machines intelligentes, donc bardées de capteurs, qui vont récolter des données aux quatre coins du monde et on va pouvoir étudier des phénomènes à une grande échelle avec énormément de données. Et là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va prendre le lot, enfin, qui va prendre ça. Il y aura beaucoup d'analyses de données à faire, mais cette vision globale va nous permettre de voir des événements qu'on ne peut pas voir au niveau local. Aujourd'hui, c'est difficile d'anticiper exactement à quoi ça va correspondre, mais on imagine pouvoir voir la propagation de certaines maladies et avoir une masse de données qui sera telle qu'on pourra enfin étudier leur propagation et les facteurs réels de développement de ces maladies. Donc on pourra adapter les produits en conséquence. Ça va faire partie de la réduction d'usage des produits phyto, l'analyse des données. Il y avait une autre question dans la salle. Alors il y a deux questions encore. Monsieur, vous avez le micro, allez-y. Oui, une question à madame. Alors on ne sait pas si c'est Courcou ou Fourcou, suivant le document écrit. Courcou, excusez-moi. Et vous-même, vous êtes monsieur? André Gavalan, INRA, toujours expérimentation grande culture. Alors sur ces expérimentations, nous avons une grosse problématique à la levée des cultures de printemps notamment, d'attaques d'oiseaux, de pigeons et tout ça. Alors je pensais à votre robot qui diffuse un signal sonore pour de l'effarouchage ou effarouchement, je sais pas, effarouchement peut-être, d'oiseaux, parce que ça a l'air pas trop impactant sur le sol et on imaginerait que ce robot, s'il est en capacité de circuler outside, en dehors, d'effaroucher les oiseaux, circuler sur les plateformes d'essai. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai quand même un robot qui ne doit pas trop effaroucher, parce que c'est pas le but. Si j'effarouche mes poules, les dindes, etc., elles vont plus pondre du tout. Donc voilà, il y a une limite. Voilà. Par contre, oui, il y a des problématiques d'effarouchage. Il y a d'ailleurs une entreprise, il y a le laboratoire avec lequel on travaille, le laboratoire Ethos, a travaillé notamment avec une entreprise de l'industrie aéronautique pour les problématiques d'effarouchage sur les aéroports. Donc il y a des choses qui ont été faites dans le domaine et une entreprise pas très loin d'ici d'ailleurs
Donc là, oui, on pourrait imaginer effectivement, comme ce robot circule plutôt bien et comme vous dites, il n'a pas un impact très important, travailler sur des déclinaisons pour ce type de fonctionnalité. Oui. There was one more question on the second line, if somebody can give a microphone. I think it will be Il y avait the une last autre question. question, je pense que ce sera la dernière question si quelqu'un veut prendre le micro. My question is building on a comment of Mr. Jaeger. Sur le commentaire de M. Jaeger, donc au final, ce sera aux fermiers, à l'agriculteur de prendre la décision et c'est à lui de choisir la meilleure solution. Maintenant, ceci est fonction de la fiabilité en particulier. Donc, tous les robots auront des composants qui sont bien compliqués, avec des capteurs, avec tout type d'ordinateurs à bord, qui sont fournis par des fournisseurs qui ne sont pas des agriculteurs dans cette chaîne. Est-ce que les orateurs peuvent faire des commentaires sur la fiabilité et la navigabilité des systèmes que vous ouvrez, que vous offrez à ce nouveau marché? Oui, la question c'était pour vous, Claire, au départ. L'une des choses que l'on regarde beaucoup, c'est que les composants ont une classe IP67, ce qui protège contre l'eau et la contamination des poussières, mais beaucoup de produits peuvent être utilisés. Et ça, c'est un problème, effectivement, mais c'est possible de trouver des composants qui disposent de cette... mais ce sont des composants plus chers également. Mais la fiabilité des composants est très bonne, même s'il y a beaucoup de composants qui sont extrêmement complexes. Je prends la préoccupation principale que nous avons, plus c'est le câblage, parce qu'il y a des vibrations qui auront un effet sur l'isolation. Donc ça, c'est la préoccupation principale que nous avons pour ces robots. Et si ça tombe en panne, est-ce que l'opérateur est en mesure de réparer ces systèmes hautement compliqués? Cela dépendra du type de panne. Et si c'est une panne simple, il faut simplement reconnecter, c'est facile. Mais si c'est une panne plus sophistiquée, l'opérateur ne sera pas en mesure de réparer. Ça, c'est sûr. Mais si on regarde maintenant les tracteurs ou les moissonneuses-batteuses, eh bien, les opérateurs se débrouillent très bien. C'est sûr. Donc, ce n'est pas bien différent par rapport aux tracteurs modernes actuels.